suis coach. Moi, je suis coach. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouvel épisode. On continue dans les différents profils et dans le podcast avec un nouvel entraîneur. Cette fois-ci, on retourne dans le foot avec Julien Bett. Bonjour Julien. Bien. Bonjour et très bien, parfaitement, sous le beau temps bordelais à la maison. Parfait. On va, comme d'habitude, revenir sur ton parcours qui est différent de tous les autres et ça qui est intéressant. Je le dis, je le répète à travers les épisodes, mais c'est que chaque coach a un parcours différent et a des spécificités différentes. On va revenir sur ton parcours, mais premièrement, c'est un peu la question, centrale et la première question que je pose à mes invités. Toi, le coaching et la passion pour entraîner, ça vient d'où? Ah, c'est difficile, c'est un peu, une psychanalyse là ou une psychanalyse, ouais, que tu me demandes de faire. Je me suis jamais vraiment posé la question, mais je dirais que c'est un peu inné parce que si on définit le coaching comme, prendre des décisions pour les autres, bon, je le fais depuis tout petit. C'est-à-dire que dès la cour de récré, bon, je jouais au foot, mais j'aimais bien faire les équipes et quand, j'étais dans une équipe, j'aimais bien organiser l'équipe selon les qualités de tout le monde. Après, dans le football, je dirais associatif, donc de licenciés, ça m'arrivait quand même d'être souvent capitaine et dans des rôles stratégiques, donc milieu axial, où donc il y avait des gars devant, des gars derrière, donc obligé à un moment donné d'avoir, des relations sociales, qui, sont, nécessaires après, dans la fonction d'entraîneur. Donc quand je me remémore, ça remonte, assez loin et j'avais encore cette discussion hier avec ma femme qui me disait: «Tu tu jamais joué aux jeux vidéo?» et aux jeux vidéo auxquels je jouais, c'était vraiment des trucs d'organisation, c'est-à-dire, football manager, quoi. J'ai jamais été vraiment dans des trucs de baston ou comme les autres, comme la plupart de mes potes et donc ou alors SimCity, les trucs comme ça. Donc vraiment avoir du recul. Oui, voilà, observer, être vraiment dans l'observation, même dans mes études après, hein, je savais pas trop quoi faire comme boulot. Donc j'ai fait de la sociologie et c'est de l'étude des faits sociaux, hein. Donc c'est avoir un pas de recul et observer la société vivre, et c'est un peu ça l'entraîneur, hein, en fait, hein. Pendant le match, on observe, on est finalement semi-actif, voire semi-passif et donc c'est avoir ce goût vraiment pour, regarder les autres agir, être heureux pour eux et prendre les décisions pour eux, ça remonte à assez longtemps et après, bon, n'ayant pas eu d'énormes qualités, athlétiques pour jouer à haut niveau, dans le football, ben, je suis devenu coach à 20 ans et là, de là, un peu par hasard et de là, la fibre, s'est emparée de moi, complètement, voilà. Après, j'ai je dans ce que je pensais faire, il y avait aussi des métiers d'éducation, comme prof. Donc du coup, j'ai toujours eu, ce truc-là et puis, dans ma famille, j'ai de ma génération, je suis le premier. Donc je suis le grand frère, je suis le grand de tous les cousins et toutes les cousines et ça, c'est pas anodin ou anecdotique ou pour rigoler, mais en fait, ça fait que même dans la famille, bah, les jeux entre cousins, j'organisais, on se tournait vers moi pour prendre les décisions. J'étais le relais, des adultes pour dire: «Attention, ça c'est interdit, ça c'est» et du coup, tout ça, ça te construit une personnalité qui fait qu'après tu deviens coach, H24 parce que c'est pas seulement pendant l'entraînement ou le match, quoi. C'est vraiment, c'est full time, quoi. Tu l'as dit dans ta présentation et cette réponse à cette première question, à cette introduction, tu as pas eu une carrière de joueur professionnel. C'est ça qui est intéressant avec ton parcours, c'est que, bah, toi, tu t'inscris vraiment dans des projets et c'est vraiment un métier à part entière. Pour ceux qui te connaissent pas, comment tu pourrais définir ton parcours? Ouais, je dirais atypique, même si, en fait, on a une tradition, même dans le football français, d'entraîneurs qui viennent du milieu amateur. On l'a un petit peu perdu, mais Giroud, Elie Bopp, Gérard Rouillet, hein, qui est un prof d'anglais à la base, hem, donc ça existe, c'est pas nouveau, mais ça s'est un petit peu perdu, et puis là, il y a peut-être un petit renouvellement, mais plus par rapport à des pays étrangers, je pense le game changer, c'est Mourinho. Puis après, il y a eu les Nagelsmann, et là, il y en a plein d'autres dont j'ai pas retenu les noms. Bon, il y a aussi Arrigo Sacchi, il faut pas l'oublier. Mais là, depuis, peut-être depuis, je dirais l'école espagnole où c'est beaucoup d'anciens pros
Et donc Guardiola, Arteta, Xabi Alonso, Luis Enrique. On a ce truc il faut absolument avoir été un ancien joueur pro pour être entraîneur, ce qui est quand même 60-70% de la réalité des entraîneurs de tous les sports, dans le rugby, dans le foot, dans tous les sports. Même un gars comme Phil Jackson, qui est pour moi le plus grand entraîneur de sport collectif de l'histoire, on l'a oublié parce que c'est pas notre génération, mais c'était un joueur. Bon, c'est quand même la norme, mais la norme, ça veut pas dire 100%, mais la norme, c'est quand même que l'ancien joueur de haut niveau devienne entraîneur. Oui, je représente, quand même un parcours atypique, une minorité, voire, même, une marginalité de par la trajectoire aussi puisque, bah, j'ai quitté la France pour pouvoir connaître le haut niveau. Voilà. Mais sinon après bon, moi j'ai joué à partir de l'âge de 5 ans, dès qu'on peut avoir une licence, j'ai arrêté à 13 ans à peu près. Alors c'est aussi assez important, c'est que j'ai arrêté parce que j'étais dégoûté de mes éducateurs, en fait et du fonctionnement, mais ça arrive dans beaucoup de clubs amateurs, hein, district, machin, le fonctionnement de qui joue pas. C'était pas vraiment sur la méritocratie, c'était plus sur, telle maman, elle accompagne le samedi, elle a 4 places dans sa voiture, donc on va prendre son fils, dans l'équipe A et voilà. Moi, mes parents, ils travaillaient toujours, même le dimanche, donc j'étais toujours tout seul. Enfin bref et donc j'ai été dégoûté par les éducateurs et ça tombe aussi avec l'apogée de Michael Jordan, la NBA et donc j'ai un petit désamour pour le foot. Le foot, c'est aussi le sport de papa, donc il y a la crise d'adolescence où, on veut un peu se rebeller au père et donc du coup, je vois le foot, c'est pas moi qui ai choisi. Donc moi, je vais faire mon choix et donc j'ai arrêté pour aller au basket et après je suis revenu au foot à l'âge de 18 ans, parce que là, bah, il y a aussi, il y a les Girondins de Zidane, Zidane Vugaliza et moi je suis bordelais. Il y a la coupe du monde 98 et donc tout ça en tant qu'ado, ça te frappe, quoi, émotionnellement. Donc je retourne au foot, voilà. Mais du coup, après j'ai joué, juste au niveau ligue régionale, quoi. Voilà. Tu nous as parlé du basket et d'inspiration comme Phil Jackson. Ça t'a pas titillé un jour de entraîner dans le basket, de faire quelque chose dans le basket? Non, jamais non, jamais, jamais, non. Bon pareil, hein, là j'ai joué, au niveau départemental, j'ai fait à peu près 5 ans. J'ai une famille, la famille de ma mère sont des Landais et en fait les Landes, c'est vraiment le département de basket, quoi. Pour ceux qui connaissent bien le basket, il y a le basket streetball, donc là c'est sûr que dans les grands ensembles urbains, Paris, banlieue, évidemment, on voit comme à New York ou même là à Bordeaux sur les quais, enfin les les terrains de basket de ville, de centre-ville, mais il y a cette culture de basket landais qui est complètement dingue, qui ressemble un peu, je dirais, à, je sais pas, à la Serbie ou la Grèce, où c'est un football un basket de passe, un basket vraiment d'adresse, où on est très peu dans le dribble, on est très peu dans le 1 contre 1 et moi j'ai grandi avec, 2 oncles et une tante qui jouaient à haut niveau, basket et même, bah, un petit cousin là qui a joué à Pau Orthez aussi, qui a joué avec, Okobo, je crois, le jeune voilà. Donc j'ai une famille de basket du côté de ma mère et comme ça représentait à peu près 3-4 mois de ma vie puisque c'était toutes les vacances dans les Landes, j'ai eu aussi ce truc-là. Mes oncles m'ont mis beaucoup dans le basket et donc voilà, mais j'adorais y jouer, j'adorais, ouais, m'y retrouver, entre potes, mais c'est tellement tactique le basket que tu es obligé d'avoir un énorme respect, surtout quand tu viens du foot et surtout à mon époque, c'est-à-dire les années 90, on n'était pas dans ce tout tactique comme aujourd'hui, où vraiment on ne voit l'entraîneur que par le prisme de la tactique. C'est assez récent, vraiment, je pense que c'est avec les Mourinho, Guardiola et toute la clique des jeunes entraîneurs d'aujourd'hui, même s'il y a eu évidemment des révolutions tactiques avant, hein, évidemment. Mais aujourd'hui, on ne voit l'entraîneur de foot que par le prisme tactique. C'était pas le cas, moi, quand j'ai grandi. L'entraîneur de foot était vraiment par le prisme, je dirais, social, c'est-à-dire vraiment management, de regrouper et de faire consensus et de créer une équipe. Et après, bon, le 4-4-2, le machin, bon, c'était presque secondaire. Et en tout cas, c'était pas médiatisé comme ça. Mais par contre, le basket, ça a toujours été vraiment, l'entraîneur de basket, vraiment, était un truc de cerveau, quoi, avec, ce qu'on appelait système. Le mot système dans le basket, ça c'est vraiment c'est être télécommandé. C'est-à-dire que le coach a dit: «La passe 1, elle va là, suit un écran, puis la passe 2 ira là, la passe 3 ira là. Toi, tu fais tel déplacement
C'est vraiment robotisé, ce qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs dans le foot, ou en tout cas dans les pseudo-analystes tactiques qui pensent que tout est téléguidé, alors que c'est pas ça du tout. Mais pour moi, ça me paraissait tellement loin. Il fallait avoir tellement de connaissances basket pour devenir entraîneur de basket. Ça m'a jamais effleuré l'esprit. Dans le coaching et dans le Désolé, mais par contre, la pratique du basket m'a énormément apporté dans le coaching foot. Ça, c'est clair. Et il y a des ponts à faire entre ces 2 sports qui paraissent très éloignés, mais il y a beaucoup à puiser dans le basket. C'est intéressant que tu parles de ça parce que j'allais venir à tes exemples. Toi, dans la façon d'entraîner, dans la façon de coacher, de manager, tu as des exemples que tu t'inspires d'entraîneurs? Ah, d'entraîneur? En fait, pour s'en inspirer, il faudrait savoir ce qu'ils font. Et en fait, je crois que c'est Pierre Sage qui avait dit ça dans une conférence, il avait totalement raison. On ne peut pas juger vraiment le travail des coachs. Je pense que ça crée une grande frustration des journalistes et un espèce de mensonge par rapport à leur public, je vais pas dire client, c'est de faire croire qu'on sait, ce que le coach fait. Non, en fait, vous n'avez pas accès aux entraînements, ni aux vestiaires. Donc en fait, vous n'avez pas accès à 95 voire 99 du travail de l'entraîneur. Et donc je pourrais m'inspirer, si je savais. Mais même ce qui sort sur YouTube, ça me fait rire des fois quand on voit entraînement de machin, de club, de trucs, c'est accessible sur YouTube. Mais en fait, c'est des entraînements où ils laissent les caméras venir et s'ils laissent les caméras venir, c'est qu'il y a rien d'extraordinaire à voir et donc s'inspirer de ça, c'est pas voilà, quoi. Après, comme tout le monde, hein, j'ai regardé par curiosité. J'ai eu aussi la chance en passant des diplômes en France, et au Portugal une année, où là par contre, j'ai eu accès à beaucoup de choses, où là j'ai vu vraiment des trucs, secrets et quand j'étais à Libourne, Thierry Olesiac qui a été le coach de la nationale, l'équipe nationale, qui est Olesiac qui est adjoint de Galtier maintenant depuis plusieurs années et il nous avait montré en fait, ce qu'il avait filmé de son rapport de stage de la Juventus Turin pour le BEPS et là vraiment on avait eu accès à des entraînements, huis clos. Donc des trucs qui sont pas accessibles à tout le monde et là spécifiquement sur ces trucs-là, j'avais pris une énorme claque, sur ce que j'avais vu et je n'en m'étais pas inspiré, mais en tout cas, ça m'avait conforté, sur des méthodologies d'entraînement. Donc pour être explicite, c'était très, très analytique. C'était le Juve la Juve où il y avait encore Nedved, Camoranesi, Del Piero, Trezeguet, cette époque-là et il y avait énormément de spécifiques à vide. Donc je dirais même ce qu'on appelle analytique. Donc vraiment des centres avec des courses dans la surface qui étaient très précises, des relances depuis l'arrière qui étaient très précises et c'était ce qu'on appelle le fameux 11 contre 0 ou ce qu'après dans la périodisation on a appelé, le travail sectoriel, nani enfin tous ces mots très savants et en fait ça existait déjà depuis 20 ans, 30 ans, voire 40 ans. C'est aussi ce qu'on retrouve sur des entraînements de Bielsa des années 90 et en fait aujourd'hui on te dirait: «Oh là là, va des rétros, faut surtout pas faire ça». Alors que tu te rends compte que, tous les plus grands dans tous les sports passent à un moment donné par de l'analytique avide et bon après il y a les modes, il y a les courants, il y a la doxa, ce qui est bon de dire en public pour passer pour quelqu'un de savant et ce qu'il faut surtout pas dire. Mais après bon, il y a la réalité de l'entraînement et qui fait qu'à un moment donné, même les plus grands joueurs du monde, il faut qu'ils passent par, de l'entraînement à vie, de l'analytique et ça, moi, ça m'avait conforté de voir ça, par exemple et après, récemment donc, à la fac de Lisbonne où j'ai fait une formation, il y a 2 ans, on a eu un des adjoints de Klopp, un des adjoints de Guardiola et là, on a eu accès à des vidéos. Alors ils coupent la caméra parce qu'on était que 9 étudiants, hein. C'était une formation très élitiste qui coûtait cher aussi et tous les cours étaient filmés puisqu'après on avait une plateforme pour les revoir et là, ils coupent la caméra parce que c'est effectivement très secret. Mais par contre, moi, j'avais tout noté, tout bien noté et tout bien enregistré et là aussi, pareil, j'avais pris une claque, mais dans la simplicité de ce que j'avais vu des entraînements de Guardiola et de Klopp, je me dis: «Mais en fait, c'est hyper simple et c'est du bon sens» et ça m'a énormément réconforté, et après, on a fait aussi, un stage interne, au Sporting Portugal où il y avait, Ruben Amorim comme coach à ce moment-là et donc l'entraînement d'Amorim m'a aussi mis une claque, mais pareil par rapport à la simplicité. Et ayant passé des diplômes, je me souviens qu'Amaury m'a fait un jeu sur un thème où moi je fais toujours ce jeu-là, qui me paraît le plus logique.
Et sauf que quand tu fais ce jeu-là, selon les formateurs que tu as au diplôme, on va te dire que c'est nul. Et donc, moi, j'avais parlé à Amaury, je lui ai dit, tu sais, ce jeu-là, si des fois, dans les diplômes, tu le fais, les formateurs peuvent te dire que c'est nul. Et Amaury m'a dit, oui, c'est pour ça que j'ai passé aucun diplôme. Et oui, parce qu'il a aucun diplôme, en fait, Amaury. Hein. Ils lui ont donné le diplôme pro, l'UEFA Pro, quand il a gagné le championnat du Portugal. Il lui a été donné par la Fédé portugaise, mais sinon, il n'a jamais il n'a jamais fait de formation. Donc bref, voilà, c'était pour dire que pour s'inspirer, il faut vraiment savoir ce qu'ils font, quoi. Après, tu peux peut-être t'inspirer de coaching, c'est-à-dire ce qui se fait en match, donc des choix tactiques. Voilà, moi je me souviens que il y a eu le coach brésilien Ricardo à Bordeaux et à une époque où on pouvait faire que 3 changements. Il a fait 3 changements à la mi-temps d'un match. Ça m'avait scotché parce que je me suis dit que c'est un risque énorme. Après, s'il y a un blessé ou un rouge, il peut plus rien faire. Ça, par exemple, tu vois, c'est un truc qui m'avait marqué. Voilà, donc mais c'est difficile de s'inspirer. Et après, il y a le fameux schéma tactique, ce qu'on appelle les modulations. Donc, oui, il y a des grandes lignes. Mais c'est pareil, c'est des modes, c'est des courants. Voilà. On peut s'inspirer de ce qu'on voit et ce qu'on voit, même parfois, ce qu'on voit, c'est pas totalement ce que le coach a voulu. Des fois, tu gagnes, tout le monde vient te voir, oh, c'était magnifique. Et toi, tu dis, putain, en fait, ils ont fait que 50% de ce que j'ai demandé. Et à contrario, des fois, ton équipe, elle joue super bien, elle fait tout ce que tu as demandé, tu rien à dire, puis tu perds parce que t'as pas de chance, t'es pas efficace et l'adversaire, il fait un tir cadré, ça fait un poteau rentrant. D'ailleurs, un poteau, c'est pas un tir cadré, mais pour dire que voilà, tu peux archi dominer et te faire avoir. Et là, personne vient te féliciter, alors que les joueurs, ils sont super contents, ils ont compris que ce que tu avais travaillé, ce que tu avais demandé, ça leur a permis d'être extrêmement confiants et dominateurs, mais il n'y a pas de résultat derrière. Donc, c'est un sport qui pousse à l'humilité, qui est très cruel. Et en gros, faut aussi être humble dans notre commentaire et dans ce qu'on voit. On ne sait pas toujours vraiment. Et ce qu'on voit, c'est pas toujours ce qui a été demandé. Et les joueurs, et surtout les grands joueurs, à un moment donné, ils ont le feeling, ils ont l'instinct pour décider d'eux-mêmes. Pour revenir sur, ton parcours et ta carrière, toi, comment ta carrière d'entraîneur, elle démarre, pardon? Ben, si on la situe, si on qualifie l'entraîneur comme entraîneur de niveau senior professionnel, bah, elle démarre au Congo en 2014. Et sinon, éducateur, monde amateur et les jeunes, ça commence en 2002 quand j'ai 20 ans. Et vraiment par hasard, puisque je suis en master de sociologie, il y a beaucoup de temps libre, parce qu'il n'y a plus tous les cours d'amphi et tout ça. Donc, il y a beaucoup de travail à domicile, il y a beaucoup d'études à faire en dehors. Mais il y a plus de présence, il y a plus énormément de présence. Donc j'ai du temps libre et bah, je veux occuper mon temps libre. Alors, je crée une association avec des copains, une association culturelle de hip-hop dont je suis président. Ça m'occupe, mais pas énormément. Et en fait, mon petit frère, à ce moment-là, joue, bon, les catégories ont changé, mais il doit avoir, 15-16 ans et il joue, 1re année U18, un truc comme ça. Et en fait, lui et ses potes, j'en connais certains puisque, bah, ils traînent avec. Heu, il me parle de sa frustration dans la pré-saison. Il me dit: «Ouah, le nouvel éducateur, le coach, ah bah, il fait jouer un tel là, il a rien compris sur les postes et tout. Tu veux pas venir Julien, tu veux pas demander au président d'être adjoint?» Et donc, je vais voir le président du club. Bon, je jouais, hein, aussi dans ce club-là en tant que senior, et puis c'est le club de la ville où on habitait, avec nos parents donc donc il y a une proximité, quoi. Et je vais voir le président, pardon, et je dis: «Ouais, je pourrais aider les U18?» Et là, il me dit: «Non, mais j'ai pas besoin d'éducateur en U18 et par contre, en benjamin B», donc c'est les U13 maintenant, «en benjamin B, j'ai besoin d'un éducateur». Et en fait, là, je me retrouve comme un con, au dépourvu et je me dis: «Merde, si je dis non, il va penser qu'en fait, je voulais simplement aller entraîner mon petit frère». Et donc en gros, comment dirais-je? Ouais, tu coincé, tu es obligé de dire oui. Ouais, voilà, je suis obligé de dire oui. En gros. Et donc, j'ai dit: «Ouais, bah, ouais, ouais, ouais». Et là, allez, putain, entraîner des benjamins, ça me faisait plus peur parce que c'est 9 contre 9 demi-terrain et là, on est vraiment dans de l'éducatif parce que c'est des gamins, là, ils ont 11 ans, 11-12.
Bon, et donc je commence comme ça, en fait, totalement par hasard. Donc c'est l'équipe B. L'entraîneur de l'équipe A, c'est le papa du meilleur joueur de l'équipe A. Donc on est vraiment dans un contexte de parents. Et moi, je suis le seul qui n'a ni son petit frère, ni son cousin, ni son fils parmi les encadrants, c'est-à-dire ce qu'on appelle les dirigeants, c'est-à-dire ceux qui entraînent et ceux qui font la touche, quoi. Voilà. Et en fait, très rapidement, on m'inscrit, mais aussi parce que c'est valorisé, les clubs sont valorisés quand ils inscrivent des éducateurs aux formations. On m'inscrit à ce qui s'appelait à l'époque l'initiateur 1, donc un diplôme FFF, quoi, pour vraiment les b.a.-ba, école de foot, poussin, benjamin. Voilà. Et donc, en fait, quand je fais ce truc-là, c'est une semaine, je me dis, putain, c'est bien ça, en fait. Et c'est à la fois, il y a le sport qui me passionne, qui m'a toujours passionné, et l'aspect éducatif. Donc, j'arrive à trouver deux choses qui me plaisent, qui m'intéressent. Transmettre des valeurs, voilà, diriger, et puis dans un cadre sans pression, puisque c'est du sport. Donc, en fait, ça me prend rapidement. Et du coup, l'année d'après, il faut quelqu'un pour prendre la responsabilité de la catégorie Benjamin, donc le U13. Et comme le papa, je t'avais dit, s'en va, enfin monte avec son fils, bah, le président me propose. Et donc, de suite, à 20 ans, 21 ans, j'ai la catégorie U13 et l'école de foot. En fait, ça s'enchaîne très vite. Et là, je passe ce qu'on appelle l'initiateur 2, qui était déjà un peu plus costaud déjà, parce qu'il n'y avait pas 100% de réussite là. Fallait bûcher un peu. C'était pour entraîner jusque des U15 régionaux, U17 régionaux. Donc, fallait quand même des notions tactiques et tout. Je l'ai. Et du coup, en l'ayant, ça me permet de couvrir l'école de foot. Et après, tout s'enchaîne, quoi. Voilà, tout s'enchaîne. Et donc, je fais 4 ans dans ce club-là. Je monte à la catégorie U15. Donc, première année sur foot grand terrain, où là, vraiment, en termes de tactique, là, c'est vraiment du foot, on va dire, et plus trop éducatif. Et puis, il y a ces notions un peu merdiques aussi, parce que ça pousse à la championnite et à des attitudes qui sont pas bonnes. Mais il y a ces notions de il faut se maintenir, parce qu'on était en niveau ligue, niveau régional. Et donc, pour ce club-là, c'était très, très bien. Donc, il faut se maintenir. Mais tu joues Libourne, tu joues les Girondins, tu joues des gros clubs de grosses villes. Donc, tu en arrives à des attitudes qui parfois sont loin de l'éducatif. Et malheureusement, ben, je suis passé aussi. Voilà. Donc, ça commence comme ça. J'ai fait 4 ans dans le club de ma ville. Puis après, je pars à Libourne, qui par chance était en Ligue 2, donc professionnel. Et dans la région Aquitaine, ça n'arrive jamais. Moi, j'ai grandi, il y avait que les Girondins de Bordeaux, quoi. Donc, si tu étais pas aux Girondins de Bordeaux, tu avais aucune chance de connaître le professionnalisme. Il fallait que tu partes à 500 kilomètres. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a Pau, mais à l'époque, Pau, c'était un club de CFA. Donc, j'ai cette chance-là qu'à 20-25 kilomètres de la maison, il y a Libourne qui monte en Ligue 2, qui a des accords avec les Girondins en termes de jeunes. Donc, il y a des ponts, quoi. Dès qu'on a un très bon joueur à Libourne, on le présente aux Girondins en priorité, tout ça. Donc, du coup, ça me met à 24 ans, 25 ans dans le professionnalisme, même si c'était le petit poussé de la Ligue 2, mais quand même, tous les vendredis soirs, Mais quand même, tu déjà dans le monde professionnel, quoi. ah oui, oui, tous les vendredis soirs, on a l'entraînement qui se finit à, je sais pas, peut-être 20 h. Et puis après, on a le match de Ligue 2 où à l'époque, il y avait Le Havre avec Guillaume Moirot, Steve Mandanda. Il y avait Nantes en Ligue 2, c'était voilà quoi. Il y avait Montpellier, donc ça m'a permis de voir Courbis, Nicolas. Enfin bon, bref, là, je vois ce que je voyais à la télé, tu vois. Je me dis, merde, c'est ça le professionnalisme, quoi. Voilà, donc du coup, et puis du coup, nous, après, dans les jeunes, donc moi, j'avais les U15 à Libourne, puis après, ce qu'on appelle la section sportive, donc la préformation, on va dire. C'est-à-dire, j'avais la direction d'une quarantaine d'élèves de collège. Donc c'est, avant, on appelait ça sport-études. Voilà. C'est ce que tu fais quand tu as pas les moyens de faire un centre de formation. Donc moi, j'ai dirigé ça, monté le projet, puis je l'ai dirigé. Et donc là, tu as des liens avec les clubs pro, quoi. C'est-à-dire, nous, là, d'un seul coup, les matchs amicaux, c'était contre Niort, qui était un club de Ligue 2, chaque année en Ligue 2, un club confirmé de Ligue 2, contre les Girondins. Alors qu'avant, dans mon club, quand je cherchais un match amical, j'étais en galère. Et là, quand je cherchais un match amical, on avait Niort, les Girondins. Donc, c'était quand même un autre monde, quoi, vu de là où je venais, quoi. Voilà. Donc, à la C'est à base, ce moment-là pardon? non, c'est moi, je t'ai coupé, autant pour moi. Non, non, je disais à la base, c'est une forme de hasard, mais qui répond à un besoin. J'avais besoin d'occuper mon temps libre et en faisant quelque chose, je dirais, de fructueux, de vertueux. J'aurais pu occuper mon temps libre en trafiquant de la merde ou en faisant de l'illicite aussi, hein. Parce que je vivais chez mes parents aussi, donc fallait que je m'émancipe. Heu et donc voilà, ça répondait à un besoin, mais je l'avais jamais identifié parce que, par exemple, j'ai pas fait STAPS, j'ai pas fait bac S, donc
tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui est scientifique, chimie, biomécanique, pas du tout mon truc. Moi, j'avais fait un bac ES, tu vois? Donc j'ai jamais, eu ce truc de: «Tiens, un jour, je serai prof de sport ou éducateur», donc voilà. Donc après, on dit qu'il y a pas de hasard, c'est Dieu incognito, comme disait Einstein. Donc voilà, c'est arrivé comme ça. J'aurais pu aussi dire non, quand le président m'a dit, d'aller avec les petits. J'aurais pu dire: «Ouais, bof» et puis voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a poussé et puis après, bon, par contre, j'ai tout de suite pris la fibre et tout de suite, j'ai été dans du sérieux. C'est-à-dire préparer mes entraînements en avance, ne pas lésiner sur la discipline, traiter tout le monde équitablement. C'est-à-dire que le joueur qui est plus fort que les autres, bah, il a pas de traitement, privilégié parce que tout le monde paye sa licence au même prix. Voilà, j'ai toujours été tout rapidement dans ces principes-là que j'ai toujours essayé de garder, quoi. Justement, je voulais parler du moment de la bascule. Toi, c'est à quel moment que tu t'es dit: «Ça y est, là, je suis entraîneur, c'est mon métier, faut que je travaille, faut que je prépare mes entraînements en avance»? Heu, Bah, il y a pas vraiment un moment, en fait, hein. Quand j'arrive à Libourne, là, je trouve un parce que j'étais pas à temps plein, hein, j'avais pas encore ce qu'on appelle le brevet d'État qui me permettait de travailler pleinement de ça. Donc je travaillais dans un collège comme assistant d'éducation, donc ça me permettait, en surveillant les salles d'études, de dessiner mes entraînements. Donc là, j'étais vraiment dans un laboratoire. C'était génial parce que voilà, tiens, il faut qu'on travaille parce que Libourne, ça arrive après les années Furlan et quand tu es pas de la région girondine, c'est compliqué de comprendre que Libourne, c'est vraiment à ce moment-là, donc on est dans les années entre 2002 quand je joue contre eux, 2010 quand je quitte, on est vraiment dans une sacrée école de foot où Furlan, il a vraiment marqué son empreinte et il y a vraiment une philosophie Libourne. Les joueurs sont sélectionnés sur leur intelligence et leur technique, pas du tout sur des critères athlétiques. Donc, souvent, quand tu jouais Libourne, tu jouais des petits, mais qui allaient très, très vite, qui bougeaient sans cesse et qui laissaient le ballon au sol. Donc, on va dire une école Barça, mais avant le Barça. Et c'était vraiment les préceptes Furlan, quoi. Et par exemple, les gamins là-bas n'avaient pas le droit de dégager le ballon en touche. Il fallait toujours trouver un moyen de jouer, même si tu étais acculé, dos au jeu. C'était très idéologique, Libourne. Heu, Bref et donc quand j'arrive là-bas, le projet, il est très carré. On doit jouer dans tel système, il faut transmettre tel principe. Donc mes entraînements doivent rentrer dans ce cadre-là. Les thèmes, les principes. Du coup, ça a orienté, mes exercices et mes jeux et du coup, j'ai passé, toute une année où tout le temps j'élaborais, je testais comme un labo mes entraînements. Tiens, tel jeu, est-ce que ça marche? Quel exercice? Quelle pédagogie adapter avec ça? Donc évidemment, j'ai fait énormément de conneries, mais j'ai aussi retenu des trucs à faire et puis dans cette période-là, mon cousin qui était en études de psychologie du sport, qui est devenu un psychologue du sport, très réputé aujourd'hui et qui a écrit des bouquins, Anthony Mett et qui forme aussi des psychologues. Il venait me voir pendant ses études, il faisait, un mémoire sur la relation entraîneur-entraîné. Donc lui, il me confortait aussi dans des décisions que je prenais de pédagogie, de méthodologie. Il venait aussi assister à mes causeries match et tout et du coup, ça m'a apporté un background, je dirais un peu théorique, parce que moi, c'était du bon sens. Mais lui, il me disait: «Tiens, ça, selon la théorie de Spunz, de 1917, ça s'appelle le truc de théorème». «Ouais, ouais, OK, d'accord». Ben, pour moi, c'est du bon sens, tu vois? C'était mais du coup, le truc que j'avais dessiné, le matin et que je faisais le soir à l'entraînement, bah, c'était validé par, je dirais, la science de mon cousin, par exemple, ou des formateurs, FFF qui venaient voir mes entraînements. Donc bref, là, à ce moment-là, je me prends vraiment au sérieux. Ça correspond aussi avec le fait que j'arrête la fac parce que sociologie, je me dis: «Mais je vais faire quoi comme taf avec socio?» C'est bien pour apprendre des choses, pour l'aspect intellectuel, mais je vais faire quoi comme taf? Je fais aussi de la musique et donc j'étais plus, motivé par, avoir une carrière, dans la musique, ce qui est drôle maintenant avec le recul. Donc j'étais un peu en fait, tout ça s'entrechoque et je me dis: «Bon, quand même, entraînement, je suis pas mal. Je suis jeune, déjà dans un club pro, on réussit. Mes équipes, j'arrive à former des joueurs qui partent après en centre de formation, voire en équipe de France, donc je suis pas naze. On atteint les objectifs. On m'a confié, beaucoup de responsabilités très tôt parce que quand Libourne me confie la section sportive, on est en Ligue 2. Il y a Didier Tolo, qui valide. Bon, c'est du lourd quand même et moi, j'arrive de nulle part. Donc du coup, je me dis: «Bon, quand même, je suis sur une progression» et voilà. Après, je suis accepté au brevet d'État, donc tous les signaux me disent: «Allez, tu peux t'engager dans cette voie-là».
Mais à ce moment-là, moi, mon rêve, c'est de rentrer éducateur centre de formation des Girondins. Voilà, c'est ça. Pas entraîner C'est senior. ton objectif, toi? Ouais, bah, ouais, bah, étant fan des Girondins et ayant voulu y jouer petit, porter le scapulaire, à un moment donné, tu te dis: «Bon, tiens, je suis bon pour ça. Allez, juste entraîner l'école de foot aux Girondins, les U13 et puis quand j'aurai 50 ans, entraîner les U17, super». Et puis j'ai des potes qui ont joué aux Girondins et ils te racontent, ils te disent: «Ah, c'est génial quand tu es entraîneur aux Girondins, le château, les matchs, tu gagnes tous les matchs parce que tu as tous les meilleurs joueurs de la région, voilà». Donc je dis: «Putain, mais c'est génial ce taf». Donc voilà. Et après, le 2e, je dirais hasard, c'est que, beh, moi j'ai toujours été très humble. J'ai fait 13 ans dans la formation, j'ai fait toutes les catégories. J'ai jamais dit, «Bon, c'est bon maintenant, j'ai fait 2 ans avec les U13, donnez-moi les 19 nationaux». Parce qu'il y en a, c'est comme ça aujourd'hui maintenant. Ils font 6 mois avec des U14 et ils veulent les 19 nationaux, sinon ils se barrent dans un autre club. C'est totalement ahurissant. Donc on parle du projet Mbappé chez les joueurs, mais on pourrait dire qu'il y a le projet, Nagelsmann, chez les entraîneurs, tu vois? Ça existe aussi. Ou le projet Moi, je vois très bien ce que tu veux dire, ouais. ouais, ouais, mais c'est très dangereux parce que ces mecs-là brûlent les étapes. Et bref, moi, à contrario, j'ai toujours été très humble et j'ai demandé, les 14 fédéraux. Bon, on m'a dit non. Après, j'ai demandé les 17 nationaux. On m'a dit non. Donc à chaque fois, je me suis dit: «Bon, bah, je suis pas prêt». Puis après, j'ai vu à qui on les donnait. J'ai vu leurs entraînements. J'ai dit: «Non, mais là, il y a un problème. C'est du copinage, c'est parce qu'ils vont faire les barbecues ensemble et se mettre des murges, au bar, alors que moi, je sors pas, je bois pas d'alcool, donc je suis un peu, voilà, blackboulé, quoi». Et après, je vais dans un autre club de la banlieue bordelaise, Villeneuve-d'Ornon, qui est très, très bon aussi pour la formation des jeunes, où là, il y a des 17 nationaux, 19 nat. Et pareil, je demande des 19 nat. À chaque fois, on me dit non. Je dis: «Bon, quand même, il y a un problème ou?» Et bon, et en fait, 2014, un de mes anciens joueurs, me contacte, moi, je croyais que c'était un garçon, c'était un garçon de quartier populaire de Bordeaux, que j'avais pris à Libourne, en fait, un bon joueur, donc noir. Et donc je me dis: «Bon, voilà, c'est un fils d'immigré, de quartier populaire». J'allais le chercher parce que la maman avait pas de voiture, tout ça. Bon, donc pour moi, et en fait, il m'appelle 4 ans après, quand il a 18 ans, et il m'explique que son papa possède un club au Congo, que son papa, il est numéro 2 d'un ministère et en fait, il a un papa qui est hyper, puissant au Congo, Brazzaville. Et comme dans beaucoup de pays africains, les clubs appartiennent à soit je dirais un chef d'entreprise, soit un militaire, soit à, un homme de pouvoir, quoi. Voilà, en gros là-bas, c'est comme ça. Et donc il me dit: «Mon papa cherche un entraîneur parce qu'il a un projet de, faire une équipe, assez jeune et après de transférer ses meilleurs jeunes en Europe. Donc je lui ai proposé, que tu le fasses». Et donc ça m'intéresse pas du tout. J'ai aucune, connaissance de l'Afrique à part tous les, je dirais, les préjugés, qu'on a, sur l'Afrique et qu'on nous renvoie du foot africain. C'est-à-dire qu'on joue sur des terrains vagues, qu'il y a la corruption, la sorcellerie, les trafics d'âge et tout ça, quoi. Et donc je lui dis: «Ouais, j'ai aucune connaissance de l'Afrique» et je dis: «Non». Et il me dit: «Mais non, mais viens parce qu'il est à Bordeaux dans tel hôtel et il veut te rencontrer». Du coup, par politesse, j'y vais. Et là, en fait, quand je le rencontre, bah, je me retrouve un petit peu acculé parce que j'arrive pas à dire non. Il me dit: «Je t'invite, je te paye tout», et voilà, j'arrive là-bas, mais d'abord, c'est pour un travail d'été, juillet-août 2014, parce que j'étais déjà engagé sur la saison suivante, et donc je peux pas m'engager sur une saison. Donc je dis: «Pour voir, je veux bien venir 2 mois, voilà, pendant l'été». Et ça commence comme ça. Et en fait, quand je vais là-bas, là, je prends vraiment une grosse claque, mais par les joueurs, en fait. C'est-à-dire la passion des joueurs, les conditions déplorables dans lesquelles ils s'entraînent, dans lesquelles ils, vivent, et le fait qu'ils ne se plaignent jamais, qu'ils ont, comme je dis souvent, du feu ou des étoiles dans les yeux. Et là, je me dis: «Non, c'est ici qu'il faut que j'entraîne», parce que au bout de 13 ans avec les jeunes, en France, même si c'était du très bon niveau, je contrôlais les niveaux nationaux, que mes gamins, chaque année, ils partaient dans des centres ou quoi. C'était des joueurs intelligents, très doués pour le foot et tout, mais dès qu'il y avait un petit trou sur le terrain: «Oh, le terrain là, boah, il est bidon», tu vois? Ils avaient des crampons à 200 €, «Oh là là, faut que je dise à papa de m'en racheter d'autres». Donc il y avait ce truc de bourgeois où même,
même si c'était des fois des enfants d'immigrés ou issus je sais pas, De privilégié, quoi. oui, oui, bah, ils se rendaient plus compte qu'ils étaient privilégiés à l'échelle du football mondial et tu avais envie de leur dire: «Mais arrête de chialer, quoi». Ou tu sors à 10 minutes de la fin et tu menaces de changer de club. Oh là là, ou moi, un jour, un gamin m'a rayé ma voiture parce que je l'ai pas pris quand on a joué face aux Girondins de Bordeaux, Ah bon? ouais, 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 ouais. Bon, après, il y a pire que ça. À Libourne, il y a un papa qui a voulu m'écraser en voiture, hein. J'ai dû éviter la voiture parce que j'avais pas pris son fils pareil quand on devait jouer les Girondins de Bordeaux. Les Girondins, à l'époque, ça cristallisait beaucoup de tarés. Apparemment. Ouais, ouais. Et, donc, tu arrives en Afrique, les joueurs sont hyper forts. Franchement, ils sont hyper forts. Aux entraînements, et il y a ce qu'ils appellent pour rigoler des dos d'âne, donc des faux rebonds partout. Et techniquement, je suis épaté par ce qu'ils arrivent à faire. Et puis après, là, pour une fois, je sors d'un contexte où il y a un directeur technique qui me dit: «On joue dans tel système avec tel principe». Parfois, j'étais d'accord, parfois non, mais en tant qu'éducateur, j'appliquais. Et là, j'arrive et tiens, ben, en fait, de mes 13 années, expérimentales ou comme je disais un peu de laboratoire, j'en ai ressorti que tel principe, ça doit mieux fonctionner qu'un tel autre. Je peux mettre en application et en plus mettre en application avec des joueurs, je vais généraliser, africains qui ont le respect de l'aîné, qui ont le respect de la fonction, même si à ce moment-là, je dois avoir 33 ans, mais ils ont le respect de la fonction. Ben en fait, la progression, elle est, incroyable, quoi. En 2 semaines, ton équipe, ou en 2 matchs, elle progresse énormément parce qu'ils mettent en application tout de suite et que j'avais pas trop d'idées farfelues non plus, donc du coup, ça fonctionne très vite, en fait. Et là, quand tu es entraîneur, après tu peux plus, enfin, moi, personnellement, je pouvais plus repartir dans un cadre où: «Non, non, Julien, reste là, reste, tu es bien là avec les U18, reste à ta place. On va mettre le fils du coach, c'est lui qui va prendre les 19 ans nationaux». Bon, pourquoi? Heu, «Non, tu vas pas jouer dans ce système, tu vas jouer comme ça. Tiens, lui là, il est fort avec toi, tu l'as bien fait progresser, Julien. Bah, on va le prendre en senior». OK. Donc voilà, c'était frustrant, en fait. Voilà, et donc du coup après, 2015, il y a pas de championnat au Congo pour des raisons économiques, et 2016, quand le championnat reprend, bah, là je pars. J'appelle le président, je dis: «Bon, cette fois-ci, je peux venir, faire une saison entière». Donc vraiment 2016, c'est là où je fais la première saison entière, avec un groupe senior, et c'était de la première division, donc pareil, le premier match que je coach en 2014, en juillet 2014 au Congo, c'est un quart de finale de la coupe du Congo et on joue le club le plus populaire de Brazzaville, Diable Noir. Du coup, il y a, peut-être 5 000 personnes. Alors ça paraît pas énorme, mais 5 000 Congolais, ça fait du bruit, hein. Ça équivaut à 15 000 Français, je peux te dire. Et donc moi, je passe du match, 17 DH, 19 DH, où il y a une trentaine de parents autour de la rambarde, quoi. Il y a 5000 directement. Et ouais, et là, je me dis, et puis voilà, mon côté compétiteur que j'ai pas pu, le côté émotion que j'ai pas pu avoir en tant que joueur, ah bah là, il ressort. Là, tu dis: «Bon, là, ça, c'est génial, quoi». Même si les supporters, les 5 000, ils étaient contre nous, parce que moi, c'était un petit club. Mais à un moment donné, on menait 1-0 jusqu'à la mi-temps et tu dis: «Waouh, waouh, on va vous niquer, on va vous niquer», et tu as ce côté un peu tribal, trivial qui ressort, quoi, qui est un peu macho, un peu con, mais bon, voilà, qui te permet de comment dire, c'est une forme de catharsis. Ta violence, primaire, il vaut mieux qu'elle s'exprime dans un match de foot, dans du chambrage, plutôt que dans de la violence physique ou des trucs illégaux, quoi. Donc voilà, c'est ça, ça m'a vraiment, voilà, ça m'a donné, la fibre, et encore, c'était que le Congo-Brazza, qui est un football un peu en crise, mais si ça avait été Kinshasa, où des fois il y a 100 000 personnes dans le stade, là, j'aurais peut-être fait un arrêt cardiaque. Mais voilà, en gros, la Vraiment, ça vient pas de moi, en fait. Je me dis pas: «Tiens, là», tu vois un peu? C'est plus, Oui, oui, c'est un chemin qui se crée. c'est des opportunités, ouais, et puis des personnes qui croient en moi aussi, en fait. Donc j'ai rien bousculé, j'ai pas eu de plan de carrière. D'ailleurs, ça se voit dans ma carrière, hein. Si j'avais eu un plan de carrière, ma carrière serait plus linéaire et j'aurais accepté des postes ou être dans des pays où ceux qui connaissent l'Afrique savent que j'aurais donné un bac chiche pour avoir tel poste. Donc bref, je suis plus un romantique, je fais mon taf et puis les opportunités arrivent, quoi. Justement, cette première saison au Congo, comment toi tu la qualifies, cette expérience-là? Je trouve que c'était, intense. De toute façon, bon, la plupart de mes amis qui ont pas connu l'Afrique, quand on me demande de définir, en gros, je dis que c'est violent, voilà. C'est violent, et on pourrait dire intense,
mais c'est violent parce que les relations humaines sont violentes, pas dans le sens bagarre, mais dans le sens quand quelqu'un t'aime, ça s'exprime, c'est très expressif, c'est très tactile, c'est très, voilà, ça blague pas. Euh, Moi, j'ai vu mon secrétaire général de différents clubs pleurer quoi quand on gagnait un match. Dans les un, 2, 3, dans les 4 équipes que j'ai entraînées, une sélection et 3 clubs, je l'ai vu dans les 4 contextes. J'ai vu mon président me prendre dans ses bras, enfin bref, c'est violent, mais dans le bon sens aussi. Ouais. Après, c'est violent aussi dans le mauvais sens. C'est-à-dire, les supporters adverses, quand ils sont violents. Mais voilà, en fait, c'est très, très, très intense, très, très intense. Et quand tu arrives de formateur, à l'époque où j'étais, dans le club où j'étais, bon, quand même assez pépère, quoi. Jamais eu vraiment de gros problèmes, de violence ou quoi. Et tu arrives là, bon déjà il y a de l'enjeu. Le club devait se maintenir et quand j'arrive, il est dernier. Il est dernier, il a 9 défaites en 10 matchs. Il peut pas recruter, il y a pas d'argent, le président paye plus. Donc là je peux pas faire le Citigroup, et recruter, hein. Là, je fais avec ce que j'ai et bah, il faut trouver des leviers uniquement, je dirais, sportifs, c'est-à-dire d'entraînement, de tactique, d'observation des adversaires. Donc je mets beaucoup de vidéos. La chance que j'ai, c'est que le président du club, il possède une chaîne de télé. Du coup, il a des caméramans et du coup, ils vont filmer les adversaires. Et ça joue énormément dans le truc. Ouais, ça t'aide ça? Ah, énormément. Ah oh, je pense que c'est ce qui a fait la grande différence, c'est l'observation des adversaires, ce qui fait qu'on arrive avec un temps d'avance, où on savait comment identifier leurs points forts, points faibles, comment jouer et aussi on se filmait. Du coup, on progressait énormément dans le projet de jeu. Moi, je suis arrivé avec un truc très élémentaire, très scolaire. J'ai fait ce qu'on m'a appris dans les diplômes. Franchement, honnêtement, construire un projet de jeu, construire des entraînements, tout ça. J'étais vraiment très méthodique, très scolaire et j'y ai mis mes principes et après, bah, je me suis adapté, à la réalité, Congo, c'est-à-dire la surface de jeu qui a évolué entre-temps parce qu'ils ont fait des terrains synthétiques, donc ça a permis quand même de développer un jeu plus sur le jeu de passe au sol, ce qui m'a beaucoup aidé, puisqu'en gros, les meilleurs joueurs en Afrique centrale, ils sont beaucoup sur le 1 contre 1. Donc les ailiers très puissants, rapides, les numéros 9 qui te mobilisent 2 défenseurs centraux en calant dos au jeu, tu vois? Comme ça et ça, tu peux pas lutter, quand tu as pas les armes, quand tu as que des armes techniques, tu peux pas lutter parce que le terrain ne t'aide pas. Mais à partir du moment où ils ont mis des terrains synthétiques, donc c'est-à-dire là, tu peux repartir au sol, bah, que l'adversaire, il ait des grands costauds super rapides, à partir du moment où moi j'ai le ballon et que je le mets au sol, bah, ces costauds, ils leur servent plus à rien, tu vois? Alors qu'avant, la première année où j'étais venu, 2014, c'était des champs de patates. Donc là, tu peux pas faire un jeu de passe. Donc, tu es pressé, tu jettes le ballon. Du coup, le ballon est tout le temps en l'air. Et du coup, eux, avec leurs grands gars qui dévient, que toi, tu peux pas t'acheter parce qu'ils sont plus chers, euh, et ben, ils font la diff, tu vois. Donc, du coup, la qualité des terrains m'a permis, en plus de la vidéo, de mettre la tactique au cœur du projet. Et comme j'avais des joueurs quand même intelligents, jeunes, puisque la politique du président, c'était de recruter des espoirs. Donc, j'avais des gamins entre 18 et 22 ans. Et donc, ça veut dire qu'ils veulent se créer un avenir. Et quand ils voient un Européen arriver, ils se disent, ce coach-là, je vais faire ce qu'il dit. Et après, il va me faire un avenir. C'est ce qui s'est passé, hein. On a 2 joueurs qui sont partis au Portugal, par exemple. D'autres qui sont partis au Maghreb après. Moi, j'ai eu un joueur qui a gagné la Ligue des Champions avec le Wydad Casablanca quelques années après, tu vois. C'est un Congolais, Guy Benza. D'autres, Thémo Pelé, il est parti aussi en Tunisie. Donc, pour les Africains, il n'y a pas que l'Europe qui est un Eldorado, hein. Le Maghreb, c'est ça et c'est même d'ailleurs, pour faire une parenthèse, pour la culture des auditeurs, pour certains, il vaut mieux partir dans un gros club maghrébin où ils vont gagner peut-être 5 à 10 000 € par mois qu'en national ou en CFA en France. Ça, faut le savoir. Ils n'auront Je suis jamais, d'accord aussi. ils auront jamais ce salaire-là. Donc, faut le truc qui est parfois un peu raciste de ah les noirs ils veulent tous venir en Europe. Non, non, vous inquiétez pas. Moi je connais des Congolais qui sont en D2 ou D3 portugaises et ils ont même pas 1 000 € par mois et ils préféreraient aller en D1 algérienne, D1 marocaine, D1 Libye. Donc faut pas se méprendre. Bref, ça c'est culture pour bien connaître les réalités africaines. Donc pour qualifier cette première année, bah, ça a été intense parce que le calendrier, on jouait quasiment tous les 3 jours. Heu, le staff comment dire, a dirigé aussi. Voilà, parce que je deviens vraiment le boss, quoi. J'ai un œil sur le recrutement, mon équipe, les adversaires,
mon staff et tout ce qui est très africain. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a des problèmes de corruption parce que mes joueurs ne sont plus payés en salaire. Ils n'ont plus que les primes. Et moi aussi, d'ailleurs. J'ai fait 10 mois sans salaire. Donc, à ce moment-là, tu peux avoir, et tu as, et j'ai eu, je l'ai su après, des joueurs, notamment des chefs de famille, qui se font corrompre par les adversaires. Parce que si en passant à côté d'un match, ils peuvent avoir un mois de salaire, ils le font. Et ni toi en tant qu'entraîneur, ni tes adjoints, ni les coéquipiers ne le sauront parce que c'est subtil la manière dont ils le font. Ils sentent une blessure ou ils ratent une occasion, ou voilà. Et donc moi, j'étais très naïf et donc je ne l'ai pas vu, bien sûr. Et des fois, c'est des journalistes congolais qui m'ont très gentiment alerté en me disant: «Attention, à mon avis, ton joueur là». Et moi, j'étais violent parce que je dis: «Non, tu peux pas critiquer mes joueurs». Et malheureusement, c'était une réalité. Et là, tu prends une énorme claque sur le plan des émotions. C'est très dur à vivre, ça. Tu as la fatigue physique, c'était intense, comme je t'ai dit, en termes d'entraînement. Même pour aller à l'entraînement, c'est 1 heure et demie de bus. Donc pour revenir, c'est 1 heure et demie. Tu t'entraînes 2 heures. Donc déjà, tu as passé plus de 5 heures. Donc quand tu rentres, tu es lessivé parce que c'est le Congo, il fait 45 degrés en plein cagnard. Donc tu rentres, tu es complètement lessivé. Et puis après, tu as encore tous ces problèmes de joueurs qui t'appellent, qui disent: «Coach, j'ai rien à manger parce que j'ai plus rien». Donc voilà, ça c'est donc c'est dur. Émotionnellement, c'est dur. Et après, tu as des journalistes qui arrivent et qui te disent: «Ah, je pense que ton gars il est corrompu». Toi, tu as les boules d'avoir perdu le match, on t'ajoute ça. Donc il y a rien qui peut te préparer à ça. Sauf si tu es français d'origine africaine, il y a rien qui peut te préparer à ça. Aucun diplôme, aucune formation. Même un entraîneur français qui a coaché en Afrique, même s'il te le raconte, tu es pas prêt. Et il faut l'avoir vécu. Et donc cette première année, bah, c'est beaucoup de claques. Mais après, sportivement, on est passé de dernier à 13e. On finit la saison 13e. Donc on fait une série énorme, quoi. Je crois qu'on fait que 2 défaites dans mes 10 premiers matchs. On va faire match nul chez le premier, qui s'appelle Léopard de Dolisie, qui à l'époque, avait gagné la coupe CAF, donc c'est-à-dire l'équivalent de l'Europa League, donc la coupe d'Afrique. Et nous, avec mon petit club, on va faire 1-1 chez eux. C'était un exploit monumental. On a dû quitter la ville d'ailleurs juste après le match, sinon on se faisait tabasser. On a battu le deuxième, on a battu le troisième, enfin des trucs. Normalement, en Afrique, c'est très rare les surprises. Pour ceux qui connaissent bien le foot africain, c'est très rare les surprises. Qui gagne la Ligue des Champions, c'est toujours les mêmes. Qui gagne les Coupes CAF, c'est toujours les mêmes. Et dans chaque championnat, c'est toujours les mêmes. C'est toujours 2-3 clubs qui sont champions. C'est très rare. Voilà. Et donc, du coup, que le dernier aille battre faire nul chez le premier, battre le deuxième, c'était des exploits. Et voilà, ça a été vraiment intense dans ce que je t'ai raconté en négatif, mais beaucoup plus en positif aussi, parce que c'est des aventures humaines. Quand tu vas faire 1-1 chez le champion, que j'avais mis titulaire des gamins de 16 ans qui sortaient du quartier. C'est-à-dire ils arrivaient: «On peut s'entraîner, coach? Vas-y, viens, on s'entraîne». Et 4-5 mois après, ils jouent face aux Léopards de Dolisie. Ça veut dire que pour un jeune Congolais du quartier, jouer les Léopards de Dolisie à cette époque-là, ça veut dire jouer face à des internationaux congolais. Parce que dans cette équipe, les Léopards de Dolisie, il y avait des internationaux congolais, comme Bissiki, comme d'autres dont j'ai oublié le nom, et des mecs qui ont gagné la coupe. Donc c'est comme si toi, tu es dans ton quartier, tu es dans ta cité, tu joues au futsal en bas de chez toi, puis tu vas t'entraîner avec le club, je sais pas, de Ligue 2 du coin, qui t'accepte. Puis tu vas jouer Lille ou le PSG, et puis tu fais match nul chez eux, tu vois. Et tout ça en 6 mois. C'est un film américain. Et donc, quand tu fais le trajet, les 5 heures de bus après pour rentrer après ce match-là, c'est 5 heures de chant et c'est ouah, les larmes aux yeux de joie, quoi. Et ça comble tous les trucs négatifs que je t'ai dit. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est intense, c'est violent, parce que c'est que des montagnes russes, en fait. Voilà. Ouais, des montagnes russes. Ouais. Mais après, sportivement, c'était quand même une grande réussite parce que, à un moment donné, on fait même un match amical contre l'équipe du Congo. Le sélectionneur, il veut faire un match amical et il me choisit. On fait un match amical et on fait 1-1 en ayant mené pendant 60-70 minutes. Donc pendant 60-70 minutes, ma petite équipe menait 1-0 contre l'équipe nationale du Congo. Même si c'était un amical et qu'il faisait tourner, c'était hallucinant, tu vois. Et j'étais même un peu gêné à ce moment-là. Mais là aussi, pareil, c'est un amical et tout. Mais j'ai dit: «Putain, mais c'est incroyable, c'est des gamins 16-17,
Lui, là, je l'ai pris il y a 2 jours, il a fait un entraînement avec nous, il est en train de les mettre à l'amende. Enfin, voilà. Donc c'était magnifique cette première année. Et après la deuxième année, 2017, au bout de 3 mois, je démissionne parce que plus payé, plus rien. Et là, bah, je commence à ouvrir les yeux sur le président, qui m'avait dit: «Oui, ça va venir, je te paierai tout d'un coup» et je me suis Et fait c'est jamais arrivé. c'est jamais arrivé, voilà. C'est jamais arrivé et donc du coup, on rentre dans le conflit. Il supporte pas que je démissionne parce que pour lui, on avait un rapport, père-fils. Puisque pour rappel, c'était de son fils dont Ouais. je m'étais occupé, et donc il supporte pas et donc il me fout dehors de l'hôtel et donc je passe une nuit SDF moi à Brazzaville où je sais pas où aller et voilà, ça pareil, hein, rien ne t'y prépare et après c'est un copain, libanais que je rencontre qui me loge et après c'est pareil, un Congolais qui était un ancien proche du gouvernement qui me loge chez lui et voilà, ça c'est des aventures extra foot mais qui sont formatrices aussi, quoi. Quand je t'ai introduit, je t'ai parlé que tu étais un entraîneur qui t'inscrit dans des projets. Là, tu en as déjà parlé avec ta première expérience et par la suite, tu as l'AS Auto, qui est un club qui va se développer. Pourquoi et comment ça se fait que toi, que tu rejoins directement l'AS Auto après? En fait, l'AS Auto, c'est un espèce de alors je vais pas dire PSG ou je sais pas, parce qu'il y a quand même une histoire au PSG, mais en gros, j'ai pas d'exemple là, mais c'est un club, qui arrive et qui a aucune histoire, qui se crée, je crois, en 2014 ou 15 et qui arrive avec les fonds, de la SNPC, donc la Société nationale du pétrole congolais, donc le pétrole, 1re ressource de revenus du Congo-Brazzaville. Il est nationalisé et donc voilà, cette société est derrière le club. Donc en gros, c'est un club nouveau riche qui passe du OK. départemental à la Ligue 1 en 4 ans. Voilà. Qui fait 4 montées en 4 ans, en gros, qui arrive en D1 et quand il arrive en D1, il fait son marché chez tous les clubs historiques. Donc imagine un club là qui sort de n'importe où, qui arrive en Ligue 1 et qui se permet de prendre tous les meilleurs joueurs du PSG, de l'OM, de Saint-Étienne, de tous les clubs historiques qui ont un passé, qui ont des titres. Ils perdent tous leurs meilleurs joueurs parce que l'autre, il arrive et puis il propose des salaires multipliés par 3 ou 4. Donc Auto arrive comme ça, n'a pas de supporters et est un club détesté par, les supporters des clubs historiques parce qu'il les a entre guillemets «pillés». Mais il a un projet, je dirais ambitieux. Il veut exister sur la scène continentale. C'est pas juste un projet, je dirais, de rayonnement politique ou quoi. Voilà. C'est vraiment l'idée d'aller en Ligue des Champions, d'aller dans les poules, ce qu'on appelle CAF, donc c'est-à-dire les poules de l'Europa League, pour l'équivalent européen et vraiment de représenter le Congo. Mais il vient d'une ville du nord, au Rwando, où il y a pas beaucoup de monde, c'est une petite ville, et puis, voilà, il vient bousculer la hiérarchie, donc du coup, il est pas aimé ce club-là et en fait, moi, suite à ce que je t'ai raconté de ma première expérience, j'ai quand même une réputation là-bas. Il y a il y a pas d'entraîneur, français ou d'entraîneur blanc comme on dit là-bas, c'est pas péjoratif de dire blanc. Et donc du coup, eux se disent: «Tiens, ce coach, il connaît déjà le Congo, il a réussi, dans un club, au contexte hyper compliqué». Bon, faut savoir aussi que moi, la fédération voulait que je devienne le coach des équipes nationales ouais, voilà, sélectionneur, je cherchais le mot, des équipes nationales U17, U20. Ils ont une école là-bas, l'école nationale de football, l'équivalent de Clairefontaine et ils voulaient que je dirige ça, ce qui me faisait de facto, sélectionneur des U20 et des U17. Voilà, ça c'était à la fédé. La fédé voulait que ce soit moi, mais le ministre des sports a choisi quelqu'un d'autre. Une de mes idoles d'enfance, Valdo, le joueur brésilien du PSG. Donc bref et donc du coup, pour dire que à la fédé aussi, j'avais été identifié comme quelqu'un avec un potentiel. À ce moment-là, j'ai 34 ans, 34-35. Bon, au Congo, un entraîneur de 34-35 ans, c'est un bébé, c'est un gamin. Donc ils se disent, «Ah lui, on va le prendre maintenant et puis, on va en faire notre futur sélectionneur, on va le chouchouter», tout ça, quoi. Pour eux, c'était une aubaine et en fait, tout le monde savait aussi que j'avais fait 10 mois sans être payé. Parce que j'ai porté, l'affaire médiatiquement jusqu'au ministre des Sports, j'ai produit des documents et tout ça. Donc tout le monde le savait. Du coup, au Congo, tout le monde voulait bien m'avoir, mais se disait: «Merde, avec lui, faut pas blaguer, il va falloir payer les salaires en temps et heure» et du coup, c'est là où Otoo, bah, eux, c'est un club hyper sérieux, il y a jamais de retard de salaire, ils ont les moyens, quoi. S'ils te disent: «C'est 3 000, c'est 3 000. S'ils te disent: «C'est 1 000, c'est 1 000, mais ils vont pas, mentir et ils font des contrats homologués FIFA. Donc du coup, j'avais des garanties à ce moment-là.
À ce moment-là, donc 2018, moi, je suis ruiné, hein, parce que ce qui s'est passé avec Tongo, ça m'a coûté plus Bah, que rester émerveillé et tout, donc je rentre chez mes parents à 35 ans, quoi. Et donc là, à un moment donné, moi, il me faut un club, ma priorité, c'est il faut que je sois payé chaque mois, quoi. Voilà. Donc là, j'ai cette assurance et eux, ils me disent, «On a déjà pris un coach, mais en directeur sportif. Est-ce que ça te dirait?» Donc je construis un projet directeur sportif, voilà. Et donc je construis, comme tu disais, le projet sportif et malheureusement, si on fait un Tarantino, on va directement à la fin. Bon, malheureusement, sur cette première année 2018, bon, j'arrive un peu tard. Je suis recruté quand il y a déjà le coach. Il y a déjà un agent qui a la main mise sur le recrutement et donc quand j'arrive, je suis pas trop écouté et mon projet ne leur parle pas trop parce qu'eux, ils sont dans un projet où ils veulent gagner et dans leur culture, gagner, ça veut dire recruter des joueurs de 35 ans expérimentés. Et moi, mon projet, c'est un projet, je dirais, Ajax Amsterdam 2019, c'est-à-dire on met un briscard ou un mec expérimenté par ligne et autour de ça, on met les meilleurs espoirs du Congo. Et Dieu sait qu'il y en a. C'est un pays qui est petit, mais qui va à chaque fois à la CAN U20, au CHAN, à la CAN U23, qui arrive toujours à exporter des jeunes Congolais dans les bons championnats africains. Donc, si tu te concentres sur les meilleurs espoirs du Congo, tu fais une équipe super compétitive. Et tu les accompagnes par, voilà, comme je dirais, une épine dorsale, une colonne vertébrale euh, de joueurs expérimentés. Ça me pose pas de problème. Mais c'est pas l'essentiel de ton effectif. Or, ça, c'était pas la volonté du coach et c'était pas la volonté de l'agent du coach qui faisait tous les recrutements. Donc, cette année, je l'ai passé un petit peu à faire un dialogue de sourds, quoi. Voilà. J'ai pu mettre des trucs en place, des tentatives de partenariat avec des clubs, européens, à obtenir des essais à des joueurs et tout, mais j'ai pas été, voilà, trop écouté, donc j'étais un peu frustré de cette expérience. Mais pour les 100 000 clubs comme on a moi, quand même été champion. On a fait pour l'avenir. on a fait un 1er tour de Ligue des champions contre le Mouloudia d'Alger. Là, c'était, bon pareil, je suis très frustré parce que Mouloudia d'Alger, je vais les superviser 2 fois. Magnifique souvenir. Je me retrouve avec les ultras du Mouloudia d'Alger, avec les fumigènes et tout, bon, parce que j'avais pas de place en VIP, enfin bref. Et là, je vois une équipe entraînée par Casoni avec Hakim Malek comme adjoint. Hakim Malek qui a fait du bon boulot avec Martigues, cette année-là. Et donc moi, je vais les superviser. Je me dis: «Là, c'est le haut niveau. Il faut que je donne à mon coach, tous les éléments, pour qu'il puisse préparer sa tactique, dans ce match-là, quoi». Donc je me retrouve à Alger, super bien accueilli par des Algériens, je vais voir 2 matchs et quand je ramène mon rapport, le coach de haut il me dit: «Bah, ça c'est des trucs de blanc ça, observer l'adversaire». J'ai dit: «Mais n'importe quoi». Bref et donc il s'en fout, en fait. Il s'en fout complètement de mes observations. Alors on gagne le match, au Congo, le match aller 2-0 et moi je leur dis: «Oui, c'est bien, mais le match aller, nous, notre terrain, voilà, il est pas propice au jeu. Quand on va aller à Alger, stade du 5 juillet, je crois qu'il s'appelle». Je dis: «Là les gars, les dimensions, c'est vraiment des dimensions FIFA, donc c'est un terrain très grand, c'est un billard, donc quand ils vont faire tourner le ballon, vous allez pas voir le jour». Mais personne n'a voulu m'écouter et du coup, l'équipe parce que là je me dissocie totalement. L'équipe s'est pris 9-0 et moi voilà, j'étais peiné, mais en même temps, il y avait une part de moi qui me disait: «Bah voilà, ils ont pas voulu t'écouter». Et en plus de ça, il y avait aussi l'autre truc, c'est que moi je leur avais dit, Alger en janvier: «Attention les mecs, il pourrait presque neiger, en tout cas il va faire très froid. Donc achetez des dessous de maillot, prévoyez des gants, prévoyez des gels de camphre». Et on m'a pas écouté, encore une fois. Et du coup, le match n'a pas été fini parce qu'il y avait plus assez de joueurs congolais sur le terrain parce que certains, même on a même eu peur pour leur vie parce que, bah, ils ont chopé, hyper froid, quoi. Voilà, donc il y en a, ils ont Justement, j'allais venir. pardon? J'allais venir justement, mais tu me l'as dit, juste avant. Vous avez pourtant des bons résultats avec Otto. Ouais, bah, Pourtant des bons résultats avec Otto. ouais, on est champion. La première année, on est champion, ouais, assez facilement. Il y a ce tour préliminaire qui est c'est une découverte, en fait. Le club découvre ce que c'est, en gros. Même si des joueurs avaient cette expérience-là, il y avait beaucoup de joueurs internationaux. Le coach, je crois qu'il avait été déjà en finale de CAF avec un club malien. Mais bon, là, Mouloudia d'Alger, à ce moment-là, c'est un autre monde. Bon, c'était un duel de pétrole aussi parce que
Derrière le Mouloudia d'Alger, il y a la Sonatrach, donc le pétrole national. Donc c'était un club agro moyen, hein. D'ailleurs, on l'a vu puisque récemment, ils ont recruté Belaïli l'année dernière. Donc pour s'acheter Belaïli, c'est que tu as des gros moyens derrière. Enfin bref, on pouvait pas, c'était pas la même catégorie que nous, quoi. Voilà. Et après, donc je pars. Moi, je pars à Djibouti. Et là, quand je pars, Otoo récolte un peu les fruits de cette expérience et ils font en plusieurs années, ils font plusieurs fois des phases de poule, de Coupe CAF, qui leur permet de faire des gros matchs. Notamment, ils font un nul au Raja Casablanca. Ils sont à 2 doigts de se qualifier une année et ils vont battre Coton Sport au Cameroun. Ils font des nuls contre le TP Mazembe. Donc voilà, en fait, de cette première expérience où moi j'ai essuyé les plâtres, entre autres, après, ça a servi les années d'après. Il y a des erreurs qui n'ont pas été commises par la suite. Mais ouais. Juste avant de parler de Djibouti, comment tu vois l'évolution du foot au Congo? Ouais, bah, je suis triste parce que, bah, là, cette année, il y a pas eu de championnat. Il y a des histoires extrasportives, de détournement d'argent, par la fédération, c'est usant, c'est fatigant. Moi, j'y ai vécu à peu près 4 ans au Congo. Je suis très, reconnaissant, des Congolais qui m'ont fait confiance. Il y a le 1er président, même si ça s'est mal fini. Et puis il y a Otoo où j'ai vraiment beaucoup d'amis là-bas, qui est un club, président, dirigeant, vice-président, trésorier, secrétaires généraux et mon staff. Bon, c'est des amis pour la vie. On a vécu de belles émotions, et je suis peiné, oui, pour les fans de foot aussi, là-bas parce que c'est un petit pays. Je crois qu'il y a 4-5 millions d'habitants, si je me trompe pas. C'est pas comparable avec la RDC, c'est sûr, mais quand même, il y a beaucoup de qualité. Il y a de la qualité et s'il y avait l'organisation à la hauteur, du potentiel, bon, c'est un pays qui irait à chaque CAN facilement parce qu'il y a des pays qui vont à chaque CAN qui n'ont pas les moyens du Congo. Mais quand je parle de moyens, c'est même pas d'argent parce qu'il y a l'argent au Congo, c'est pas ça le problème, c'est la structuration de l'organisation. Et je pense que là, même le gouvernement, la politique va commencer à un moment donné à saturer parce qu'on se rend compte que, les politiques et les sponsors sortent l'argent. Mais après, c'est la gouvernance du football, qui n'est pas bonne et voilà, malheureusement. Il y a des terrains, hein, par exemple, il y a des stades dans chaque région, il y a un super stade avec terrain synthétique. Donc au Congo, tu peux faire, ce qu'on appellerait un pôle espoir en France. Dans chaque région, tu peux faire un pôle espoir, mais il faut une volonté derrière. Voilà, non, c'est que de la frustration. Donc l'évolution, là, ils ont pas fait la CAN U20, par exemple. Je pense que c'est un pays qui, à la CAN U20, peut finir dans le dernier carré, quoi. Mmh. Et c'est voilà, c'est une grosse frustration. Et en plus, c'est pas un grand pays en termes de superficie, donc c'est plus facile à gérer. Parce que les très grands pays, genre RDC, même Afrique du Sud, comment te dire, Algérie, Égypte, Soudan, tu vois? C'est trop grand, en fait. C'est difficile. Tu es obligé de diviser je dirais, en départements ou quoi. Et là, tu multiplies les têtes. Quand tu multiplies les têtes, tu crées des clans. Alors que là, le Congo, c'est comme Djibouti, ces petits pays-là, on le voit avec Cap-Vert, par exemple, ou les Comores. En fait, leur avantage, c'est d'être petits. Et alors tu diras: «Ouais, il y a pas beaucoup de population et tout». Oui, mais après le foot, ça se joue à 11. Si tu as une cinquantaine de joueurs au niveau, tu arriveras toujours à faire une bonne équipe. Mais du coup, quand c'est pas trop grand, comme le Congo-Brazza, ça devrait logiquement être plus simple, quoi, à gouverner, à gérer. Donc faut faut mettre un coup de balai. Mais en tout cas, pour les amoureux du foot, il y a des super joueurs de foot, au Congo. Malheureusement, ils finissent des fois en Europe de l'Est ou Israël, donc des championnats, très secondaire, mais il y a des super joueurs de foot congolais. Il y en a qui passent par l'Arménie. Là, moi, j'en ai coaché un qui joue en Ukraine, en D1, Toman Zoto. C'est un super joueur, quoi. Il pourrait jouer en Ligue 2, facilement. Donc il y a de la qualité, mais c'est méconnu parce qu'ils n'ont pas aussi une figure, par exemple, le Togo, c'est petit, mais tout le monde va te dire Adebayor. C'est automatique, tu vois? Le Libéria, c'est petit, mais tout le monde va dire George Weah. C'est automatique, tu vois? L'Uruguay, c'est un petit pays, mais tu vas citer Forlan, Suarez. Donc la superficie et tout, c'est pas le problème. Mais pour les agents, pour les directeurs sportifs, ils ont besoin d'une référence, historique, tu vois? Ouais, je vois Et très bien. et ça,
Et ça joue contre le Congo. C'est-à-dire si tu leur dis, Mpelé, oui, bah, Mpelé, il jouait dans les années 70, donc ils s'en foutent. Si tu leur dis Bifouma, ils vont te dire: «Ouais, Bifouma, elle a fait quoi?» Donc du coup, ça les dessert aussi, tu vois? Et donc moi, plein de fois, j'ai voulu faire venir des agents ou des scouts et ils te disent: «Il y a rien au Congo». Et par contre, bah, d'autres pays, où il y a beaucoup plus de corruption, beaucoup moins de talent en termes de pourcentage, ils y vont tout de suite parce qu'ils ont des références, tu vois? Donc voilà, le Congo, c'est une grande frustration entre le potentiel et la réalité. Et récemment d'ailleurs, j'ai coaché, au tournoi Révélo, pardon, le tournoi de Toulon, j'ai coaché une équipe du Congo, composée uniquement de la diaspora. Donc en gros, c'est des Français d'origine congolaise, mais qui pourraient demain jouer pour l'équipe nationale du Congo. Et on voit, même s'ils sont d'origine congolaise, première génération, on voit les qualités, qu'ils ont techniquement. Et je suis assez fier de ce qu'on a fait à ce tournoi parce qu'on n'a pas eu de stage, pas de matchs amicaux, 3 entraînements avant de démarrer, et on a donné un style de jeu qui correspond à ce que le Congo devrait produire, c'est-à-dire un football assez technique, collectif, qui s'appuie pas sur des individualités comme je te disais tout à l'heure. Heu et heu et voilà, il faut des têtes pensantes, au Congo pour arriver à exploiter ce potentiel. Mais c'est énergivore et comme je t'ai dit, c'est émotionnellement, c'est très prenant. Donc il va falloir que ça passe par des Congolais, hein. Toi, qui as connu des clubs au Congo, tu vas rejoindre par la suite Djibouti, la sélection du pays. Comment la fédération t'approche et toi, comment tu as vu la différence entre être entraîneur de club et sélectionneur? Moi je suis coach.